Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, je suis en compagnie de la diététicienne Viridiana Grillo. Bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que tu pourrais brièvement présenter un peu ton parcours et ta spécialisation en néphro? Oui, tout à fait. Moi, donc, je suis Viridiana Grillo, je suis diététicienne diplômée en 2005, je crois, donc ça fait très longtemps. J'ai travaillé pendant 15 ans à l'hôpital Erasme dans les services de néphrologie et de dialyse. On a lancé avec Mercedes Vignoble et deux autres personnes le groupement des diètes en néphrologie en 2009. Et maintenant, je suis co-responsable avec Émilie Leguet du groupement des diètes en néphrologie. Et donc, on est plus de 40 maintenant dans notre groupement, qui est rattaché donc à notre union professionnelle. Et je suis aussi enseignante à la Haute École Vinci sur Bruxelles. Voilà, voilà. Bah, du coup, on va directement entamer sur le sujet du jour, donc la nutrition des patients en néphro. Déjà, peut-être première question un petit peu un autre topic. Est-ce que au final, on sait aujourd'hui si les protéines alimentaires sont réellement néfastes pour le rein? Alors, en fait, c'est Vaste une bonne question. question, effectivement. Ouais, bonne question. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est il y a des études qui montrent que la surcharge de protéines est embêtante pour effectivement la filtration au niveau rénal. Et on sait que la surcharge peut entraîner, en tout cas, des soucis au niveau du rein, une hyperfiltration, etc. Mais par contre, la juste dose, on ne la connaît pas, en fait. Toutes les études qui ont été faites par rapport aux protéines, en fait, maintenant, tendent à chaque fois, on modifie régulièrement les recommandations. Donc, on a été à des recommandations qui étaient très, très basses au niveau de la maladie rénale chronique, en dessous de 0,5 g par kilo de poids par jour. Puis ça a réaugmenté, puis ça a rediminué. Donc voilà, effectivement, c'est toujours un petit peu embêtant. Et donc en fait, effectivement, le quid des protéines, c'est toujours une grande question. Alors avant, en tout cas, on parle toujours maintenant de la nocivité, on va dire, des protéines animales. Et donc c'est ça qu'on doit diminuer un maximum. Mais avant, on n'osait pas donner des protéines végétales parce que justement, il y avait trop de potassium et trop de phosphore dedans, soi-disant. Et donc maintenant, dans les nouvelles recommandations des KEDOKI 2024, les recommandations en protéines pour la maladie rénale chronique, donc maintenant tendent à aller jusqu'à 0,8 g de protéines par kilo de poids et par jour, ce qui correspond en fait aux recommandations du CSS 2016 et 2019. Voilà. Mais maintenant avec une tendance où on essaye d'augmenter beaucoup plus les protéines végétales pour diminuer l'acidose métabolique. Je ne sais D'accord, pas donc si au j'ai final, répondu à ta ben, question. comme je le savais que c'était une question un petit peu chaude, entre guillemets, dans le domaine de la nutrition, c'est pour ça que je t'ai posé la question, vu que tu es spécialisé en néphro. Euh, de moi, ce que j'avais lu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de controverses sur le sujet. Il y en a qui disent on peut quasiment même monter, quand la pathologie est traitée, notamment avec des méthodes de dialyse, on pouvait quand même monter un peu plus haut que 0,8 g par kilo de poids de corps. Mais c'est vrai que c'est toujours une grande question Ah non, bah, qui... une fois que la technique de dialyse est instaurée, là, on ne doit plus du tout protéger le rein. Donc en fait, là, Ouais, c'est ça. justement, on doit éviter la dénutrition. Les recommandations de 0,8 que je t'ai dit, ça, c'était vraiment pour les patients qui sont en maladie rénale chronique sans traitement. Et alors, ceux Ok. qui ont des traitements d'hémodialyse et de dialyse péritonéale, là, par contre, on doit monter jusqu'à 1,2 g par kilo de poids et par jour. Ça, c'est effectivement correct. Donc, c'est bien que tu l'aies précisé. Et du coup, c'est quoi les grands challenges quand on suit des patients atteints de ce type de pathologie en clinique? Les challenges maintenant, c'est de combattre les croyances de nos patients. Mais ça, je pense que c'est le challenge de toutes les pathologies et de tous les diététiciens. C'est qu'en fait, la maladie rénale chronique, l'alimentation pour la maladie rénale chronique, il y a eu plein de vagues et de changements et des restrictions très très importantes au niveau du potassium, au niveau du phosphore, au niveau du sel, au niveau des protéines. Donc dans la tête de tout le monde, ça reste un régime qui est hyper restrictif.
Alors, maintenant, on appelle plus ça régime, on appelle ça alimentation thérapeutique, mais ça reste dans la tête de tout le monde, et des médecins, et des infirmiers, et de tous les soignants, quelque chose qui est hyper restrictif. Du coup, ben, les patients, quand ils arrivent souvent à notre cabinet, eh ben, ils ont en tête qu'ils vont venir vous voir, et en fait, c'est pour qu'il y ait tout un tas de restrictions. Et c'est vrai que moi, à l'époque, quand j'ai commencé mes consultations, un patient arrivait avec une maladie rénale chronique, on faisait pas du tout du sur-mesure. On faisait vraiment, voilà, le package complet, quoi. Potassium, phosphore, protéines, sel, la totale. Alors qu'en fait, maintenant, le challenge, c'est justement de faire de la diététique rénale sur mesure. Donc, il y a un médecin l'autre fois qui avait fait une présentation sur la diététique rénale moléculaire, qui a présenté ça au congrès Erasme, c'était assez chouette. Ben, c'est un peu ça, en fait. Maintenant, le challenge, c'est de former les soignants et les diététiciens pour qu'en fait, on arrête de restreindre nos patients sans raison. Maintenant, on va vraiment regarder la prise de sang du patient et adapter son alimentation. On va plus faire des restrictions exagérées ni en potassium ni en phosphore. Le sel, par contre, on reste avec une restriction qui est à 5 grammes. Mais ça, c'est comme pour monsieur et madame tout le monde, hein, même si on sait que c'est pas atteint. Et alors, le gros challenge maintenant, ben, c'est les aliments ultra transformés. Parce que justement, ben là, pour le potassium, pour le phosphore, on le sait déjà depuis 10 ans, donc on fait attention aux additifs qui ont en fait une absorption qui est beaucoup plus importante au niveau digestif. Et donc, on les piste vraiment pour réduire la phosphorémie de nos patients. Mais ce qu'on sait seulement depuis 3 4 ans, c'est qu'en fait, les additifs potassiques sont aussi très bien absorbés. Mhm. Et donc ça, enfin voilà, il y a les différentes absorptions qui sont différentes en fonction que ce soit végétal, animal ou que ce soit des additifs. Et en fait, dès que ce sont des additifs, c'est absorbé à 90% au niveau digestif. Et donc en fait, là où on se demandait pourquoi, par exemple pour le phosphore, on comprenait pas en fait chez nos patients, parfois quand ils buvaient du coca, alors que la quantité de phosphore qu'il y a dans du coca, il y en a, hein, mais on est à entre 10 et 50 mg de phosphore, ce qui équivaut pas à un fromage, par exemple, qui est à 300-400 mg de phosphore, ou parfois même 700. On comprenait pas pourquoi leur phosphorémie augmentait plus fort avec du coca qu'avec du fromage, par exemple. Et en fait, ben, là, quand on a eu la fameuse étude en 2019 qui était sortie, qui nous montrait en fait les taux d'absorption de phosphore dans les aliments, on s'est rendu compte en fait que ben, qu'on devait arrêter en fait de restreindre nos patients avec des aliments qui étaient nutritionnellement intéressants, qu'il fallait plutôt s'attarder aux aliments qui étaient plutôt ultra transformés et qui contenaient des additifs. Ben, c'est super intéressant cette mise à jour. Mais du coup, dans la pratique de tous les jours, si je comprends bien, il y a moins d'attention qui est portée au potassium et au phosphore. Parce que durant Alors mes l'attention, études, c'était quand même beaucoup mis en avant. Et lorsque ouais. j'avais fait un podcast sur le sujet avec une diététicienne qui venait de Chicago, elle m'avait Mhm. quand même encore, elle, parlé de sa recommandation pauvre en phosphore, potassium, sel et protéines. Et ça, c'était en 2023, il me semble. Ouais. Euh, donc après, elle est aux États-Unis, donc peut-être il y a des recommandations qui sont différentes par rapport à la Belgique et l'Europe, mais donc on fait moins attention maintenant à ces paramètres-là qu'auparavant. En fait, on fait attention aux paramètres parce que ça reste quelque chose qui est dangereux. Une hyperkaliémie, tu risques quand même un arrêt cardiaque, donc on va y faire attention. Bon. Mais on ne porte plus la même attention, on ne porte plus la même attention sur les aliments. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je ne sais pas, hein, je ne connais pas la personne que tu as effectivement interrogée, mais c'est vrai que ces recommandations-là, nous, ça fait déjà longtemps qu'on en tient compte. Par exemple, pour le phosphore, ça fait déjà depuis 2010 qu'on ne fait plus de restrictions énormes en phosphore. On fait par contre attention très fort aux additifs. D'ailleurs, dans nos fiches qu'on avait créées au GDN qui étaient sorties en 2022, c'est la première chose à faire, première chose à quoi on doit faire attention, c'est vraiment les additifs. Pour le potassium, c'est vrai que c'est un petit peu plus nouveau. Ça date de 2021 où cette fameuse étude était sortie avec les absorptions. Si tu veux, je t'enverrai le lien, comme ça tu pourras Oui, les pas de mettre souci. dans le podcast. Et où là, en fait, on s'est rendu compte que le fait de restreindre les patients en potassium au niveau des fruits et des légumes, il y a eu pas mal d'études maintenant de plus en plus, comme dans toutes les pathologies, sur le microbiote intestinal. Et on s'est rendu compte que
Si on réduit la part de fibres de fruits et de légumes, on va appauvrir le microbiote intestinal. Jusque-là, on est Logique, OK. ouais. Si on appauvrit le microbiote intestinal, eh ben, il va créer plus de molécules qui sont toxiques, qui sont des toxines urémiques, et qui vont du coup être un petit peu embêtantes effectivement pour nos patients, et qui vont en fait augmenter la progression de la maladie rénale. En tout cas, c'est un risque plus élevé. Et donc, nous, ça faisait déjà longtemps qu'on continuait à donner des fruits et des légumes aux patients, avec des proportions qui étaient gérées. Et puis après, de plus en plus, on a dit, OK, maintenant, on va gérer en fonction de la kaliémie. Et ça, c'était déjà écrit dans les Kedoki 2020. Et ça, les Kedoki 2020, c'est les recommandations pour tout le monde, euh, où on disait déjà, si la kaliémie est bonne, on ne restreint pas le patient. Si la kaliémie est au-dessus de 5 ou de 5,5 millimoles par litre, là par contre, on fait une restriction. Mais alors après, il n'y avait pas de règle pour les restrictions. Il n'y avait rien qui était noté dans les recommandations. On disait qu'il fallait gérer la constipation, parce que si quelqu'un est constipé, il y a son potassium qui peut monter plus facilement. Et puis on disait qu'il fallait continuer à cuire les aliments, enfin les fruits et les légumes à l'eau, surtout les légumes et les pommes de terre, mais pour le reste, on disait rien d'autre. Tandis que depuis cette fameuse étude en 2021, là, on a vu les taux d'absorption. Et puis moi, je me suis amusée du coup avec mes étudiants, hein, vu que je suis prof, hein, c'est pratique de les utiliser un petit peu s'ils m'entendent tout à l'heure quand ils nous écouteront. En fait, on s'est amusé à calculer avec nos fameuses tables de composition de diététiciens les quantités de potassium qu'on a dans un steak, dans des charcuteries et puis dans les lentilles, par exemple. D'accord? Parce que les légumineux, c'est vraiment le truc où on n'osait pas donner ça à nos patients insuffisants rénaux. Et en plus, quand un patient insuffisant rénal arrivait en consultation et qui nous disait ah ben je suis végétarien, alors là, c'était la panique à bord parce qu'on ne savait plus du tout quoi lui donner. Alors en fait, au fur et à mesure de la pratique, on s'est rendu compte qu'on y arrivait très bien et que en fait, du potassium, il y en a aussi dans la viande et dans le poisson. Potassium, c'est un ion qui est intracellulaire, donc il est dans tous les aliments. Et plus l'aliment est nutritivement concentré, et plus il y a du potassium dedans, en fait. Et donc, en fait, quand tu compares la quantité de potassium qu'il y a, par exemple, dans du jambon cuit, d'accord? Eh ben, tu remarques que dans le jambon cuit, tu as 375 mg de potassium. Si tu regardes par rapport à sa biodisponibilité, donc on fait les absorptions, le potassium est absorbé entre 70 et 90% vu que c'est de l'animal. Et donc, on arrive plus ou moins à 300 mg de potassium. Tu prends du guacamole. Guacamole, oh mon Dieu, c'était le truc horrible parce que c'est de l'avocat. L'avocat, c'est super riche en potassium. Eh ben, quand tu prends le guacamole sur la table SQL, il est à 440 mg de potassium. Si tu fais son taux d'absorption avec sa biodisponibilité qui est entre 50 et 60%, on arrive à 55%, bah donc à 242 mg de potassium. Et donc en fait, si tu prends 100 grammes de guacamole, c'est moins riche en potassium que 100 grammes de jambon. Et donc en fait, quand on a commencé à faire ces calculs, on s'est dit, mais en fait, les restrictions, ça sert plus à rien. Il faut qu'on arrête en fait à restreindre les patients à dire pas manger de bananes, pas manger d'avocat, etc. En fait, il faut que nous, on ait la connaissance, il faut que les patients le sachent qu'il y a des aliments qui contiennent du potassium, mais qu'on doit adapter vraiment leur alimentation à leur prise de sang. S'ils mangent du guacamole et que leur potassium est bon, mais qu'ils continuent à manger du guacamole. En gros, c'est ça. Et donc, l'idée, c'est que maintenant, on va de plus en plus vers la végétalisation de l'alimentation d'un patient insuffisant rénal. Donc, en fait, en gros, l'alimentation d'un patient insuffisant rénal, maintenant, c'est une alimentation qui est équilibrée. En fait, c'est un peu ça. Bah, du coup, c'est ouais, c'est une bonne nouvelle. Je savais pas qu'il y avait autant du coup de potassium dans du jambon que dans le, enfin du coup plus dans le jambon que dans le guacamole. Donc bah, c'est bien de le savoir en tant que diététicien, même si je suis pas spécialisé dans cette pathologie. J'aimerais qu'on parle un petit peu du coup des difficultés que les patients peuvent rencontrer lorsqu'ils du coup, quand je veux dire, commencent un suivi diététique par rapport à leur pathologie rénale. Comment est-ce qu'on les prend en charge, c'est ça? Ben, les retours que tu as des patients par rapport aux difficultés qu'ils ont justement de suivre cette alimentation, bah, du coup, qui change peut-être de leur alimentation qu'ils avaient avant la pathologie.
Est-ce que tu as Oui, tout à des fait. retours des patients par rapport à ça? En fait, pour eux, ce qui est Les le plus grandes dur, c'est... difficultés, ouais. Oui, c'est ça. En fait, pour eux, ce qui est le plus dur, c'est les discours qui sont changeants. Parce qu'alors, parfois, on doit réadapter nos conseils, etc. Quand on a des patients qui sont... c'est des maladies chroniques, hein, c'est comme les patients diabétiques, voilà. Et donc, ils ont parfois eu dans leur vie plusieurs alimentations Recommandations, thérapeutiques ok. différentes. Et donc, on est passé de 0,6 grammes de protéines à 0,8, puis on est repassé à 0,6. Et puis après, ils ont été en dialyse et ils ont mangé plus de protéines. En fait, pour eux, ce qui est le plus dur, c'est de devoir jongler avec ces recommandations qui changent. Et là, c'est là que notre rôle est super important. C'est qu'on doit les accompagner là-dedans et leur expliquer en fait le pourquoi de tous ces changements. Mais c'est vrai que finalement, le retour de la plupart de nos patients, c'est vraiment qu'en fait, ils devraient on devrait les envoyer plus vite chez une diététicienne. Parce qu'en fait, ils sont tellement contents quand on leur a donné les conseils, qu'en fait, ils se rendent compte que c'est finalement pas si strict que ce qu'ils pensaient. Et qu'en fait, grâce à ça, ils arrivent à ralentir la progression de leur maladie rénale. Alors après, ça dépend évidemment de la pathologie de base, hein. On ne sait pas ralentir toutes les maladies rénales. Si on pouvait, ce serait quand même génial. Mais on sait que la diététique a quand même une importance cruciale. Et les retours, c'est vraiment et pourquoi on ne nous a pas envoyés plus tôt chez vous. Ça, c'est vraiment le retour principal. C'est et comment ça se fait que mon néphrologue ou que mon médecin ne m'a pas envoyé plus tôt chez vous? Comment ça se fait? Je suis diabétique depuis super longtemps. Ma fonction rénale diminue. On ne me l'avait pas dit. Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas envoyé chez quelqu'un pour le suivi, quoi? Donc ça franchement, c'est le retour qu'on a le plus, enfin le plus fréquent dans un premier temps. Et puis après, les retours, ben, c'est vraiment de se dire, ben, on a besoin, en fait, eux, ils ont vraiment besoin de pratiques, de conseils pratico-pratiques sur comment faire dans la vie de tous les jours, comment est-ce que je fais mes courses, comment est-ce que je fais maintenant avec la gestion des additifs. Ah ben, quoi, je vais regarder toutes les étiquettes. Et donc, nous, on a créé au GDN ben, des fiches pour les patients. Et maintenant, ce qu'on fait en consultation, d'ailleurs, on a fait une vidéo pour montrer un petit peu aux patients comment se passait un suivi diététique. Je te l'enverrai si tu veux. Et donc, c'est pour expliquer ben, finalement comment se passe une consultation diététique et comment est-ce qu'on explique les additifs aux patients. Et donc, par exemple, ben voilà, on demande au patient, ben voilà, où est-ce que vous faites vos courses? Et le patient va nous dire, ben voilà, moi je fais mes courses au Colruyt, au Delhaize, au Lidl, au Aldi. Là, je suis en train de citer toutes les marques pour ne blesser personne, voilà. Et en fonction de ça, maintenant tout est en ligne. Donc, avec notre ordi en consultation, on dit voilà, vous allez faire vos courses là, quels sont les aliments que vous prenez, et alors on épluche un petit peu les étiquettes avec le patient. Et alors, on essaye de trouver du coup des alternatives à ce qu'il a l'habitude de consommer, par exemple. Et donc, on travaille vraiment avec lui dans les petits détails de son quotidien. Et donc, on a aussi, on est maintenant sur les réseaux sociaux avec le GDN et en fait, on fait un post toutes les semaines où ben, on fait des recettes pour les patients, on envoie des petits conseils sur des aliments, des petits focus, des infos produits. Où on analyse par exemple plusieurs jambons et on vous dit, ben voilà, dans tel jambon, il y a tel additif, dans tel fromage, il y a tel additif ou il n'y a pas d'additif dans celui-là. Enfin voilà. On essaye vraiment d'être dans la pratique parce que les patients, ils ont besoin de ça. Ils n'ont pas besoin, ils ont pas besoin qu'on leur dise ne mangez pas ceci ou ne mangez pas cela. Oui, bien sûr. Je rejoins tout à fait aussi sur bah, le fait que les aliments ultra transformés, bah voilà, c'est un gros sujet en nutrition ces dernières années. C'est vrai que les pathologies des reins sont moins souvent citées, enfin moins souvent associées aux aliments ultra transformés, mais quand on y pense, ça a quand même pas mal de sens, notamment avec leur côté riche en nutriments et puis bah, tous les additifs qu'ils contiennent. Je voulais peut-être juste revenir sur peut-être définir brièvement les grandes différences entre l'hémodialyse et la dialyse péritonéale pour que Au tout le niveau de monde la technique puisse ou au avoir les niveau notions. de... Bah, Ouais. la technique et un peu les différences Mais qu'on peut donc retrouver. là, alors moi après, je suis ni infirmière ni médecin, donc je t'explique avec mes mots, hein. Oui, pas de Voilà. souci. Donc en fait, quand les patients ont une maladie rénale chronique, il y a, enfin ils ont deux, quand ils sont en maladie rénale terminale, qu'ils arrivent donc à une filtration glomérulaire qui est je dirais le chiffre qui va nous aider pour savoir quelle est la fonction rénale du patient. Une fois qu'il arrive en dessous de 10, la plupart du temps, il va
pouvoir avoir une hémodialyse ou une dialyse péritonéale. Alors, il y a plusieurs techniques. L'hémodialyse, c'est vraiment, ça se passe à l'extérieur du corps. Donc, c'est une machine extérieure qui va filtrer le sang du patient. Et donc, il va filtrer les protéines, le sucre, les micronutriments, etc. Et ça passe dans un filtre extérieur qui après est remis, on va dire, dans le corps du patient. Et alors, soit ça se fait via des accès qu'on appelle une fistule, donc c'est des accès entre l'artère et la veine qui se font au niveau du bras du patient. Après, parfois, ça peut être dans la jambe, mais ça, c'est quand même rare. Sinon, ça se fait via un cathéter. Ça, c'est l'hémodialyse. Et alors, on a l'hémodialyse hospitalière et puis l'hémodialyse à domicile, parce que maintenant, il y a des machines qui existent où, en fait, le patient peut s'hémodialyser à la maison aussi. Ce Ça qui aussi, est, c'est une avancée parce que ouais, c'est vrai qu'il me ouais, ouais. semble on devait aller plus souvent à l'hôpital avec l'hémodialyse. Avec l'hémodialyse, en fait, on devait aller entre 3 fois par semaine, 3 fois 4 heures à l'hôpital. Alors qu'avec l'hémodialyse à domicile, ben, vous faites votre hémodialyse à la maison. Maintenant, tout le monde ne peut pas le faire. Il faut quand même que ce Oui, soit bien des sûr. patients qui soient assez stables. Souvent, c'est des patients qui sont plus jeunes, etc. Et alors, on a la dialyse péritonéale. La dialyse péritonéale, ça, c'est vraiment une dialyse qui se fait à domicile, mais qui se fait via le péritoine du patient. Donc, en fait, il y a un liquide hyperosmolaire qui est glucosé, qui est mis dans le péritoine. Et alors, là, on a un échange entre la paroi et le liquide qui fait que ça filtre le sang du patient. Et alors là, c'est une hémodialyse, enfin, c'est une dialyse péritonéale qui se fait d'office à domicile de toute façon. Ça va? Ça Et là, ça marche. fait longtemps que ça se fait. Maintenant, l'hémodialyse, ben, là, par contre, l'hémodialyse à domicile, ça se fait, je dirais, maintenant, ça fait peut-être quand même une dizaine d'années que ça se fait quand même. Et alors, du coup, les patients peuvent eux-mêmes gérer leur hémodialyse. Il y en a qui se dialysent 2 heures, il y en a qui se dialysent 4 heures tous les jours. Enfin, ça dépend un petit peu des activités du patient. Et on a même des patients qui, du coup, ben, maintenant, partent en voyage plus facilement, Ah bah c'est sûr que font des s'il devait super treks. ouais. Ouais, ouais, on a Fabrice Si- Huré qui est super à ce niveau-là et qui montre vraiment aux patients que on n'est pas obligé de rester accroché à sa machine et que c'est pas parce on a une maladie rénale chronique qu'on est malade et qu'on ne fait rien de sa vie non plus, quoi. Bah c'est un beau message en tout cas pour les patients qui viendraient d'être diagnostiqués ou qui ont peur de faire des activités à cause de leur maladie. Et peut-être pour finir le podcast, est-ce que tu aurais des petits conseils à donner justement à ces patients qui viennent d'être diagnostiqués ou qui ont peut-être déjà la maladie depuis un certain temps mais quels conseils tu pourrais leur donner? Ben, le premier conseil, ce serait vraiment ben, de se renseigner vraiment sur leur prise de sang, de poser des questions aux médecins, etc. Et puis alors, au niveau alimentaire, ben, c'est d'aller voir un diététicien ou une diététicienne pour les aider en fait dans leur suivi de leur maladie, euh, de ne pas hésiter à se renseigner sur les aliments, de poser des questions à tous les soignants si besoin, et surtout vraiment de rester positif parce que ça reste une maladie qui est chronique, mais maintenant il y a des nouveaux traitements qui arrivent aussi. On n'avait pas de traitement avant. Ben maintenant, on a, comme dans toutes les autres pathologies, hein, on a les GLT1, les GLT2 qui arrivent et qui font des miracles aussi pour le rein. Donc, on va peut-être probablement avoir euh, des maladies rénales, en tout cas, qui progresseront moins vite grâce à ce genre de molécules, alors qu'avant, on n'avait pas de traitement pour la maladie rénale chronique, sauf quand on est en stade terminal. Donc, je Ouais, dirais le leitmotiv, c'est vraiment d'être suivi au moins 1 ou 2 fois au début de sa maladie par une diététicienne pour se déstresser avec ça et de se dire que voilà, les règles d'or, c'est vraiment réduire le sel, ça c'est vraiment, vraiment clair. Et alors, de ça, il n'y a rééquilibrer pas son débat. Le alimentation. sel, il n'y a pas débat. Le sel, il n'y a pas débat. Ça, il n'y a pas débat. Ça, désolé. Maintenant, on peut débattre entre le 5 grammes ou le 7 grammes ou le 8 grammes, ça peut être. Mais le sel, il n'y a pas débat. Ça, c'est clair. Mais par contre, pour les protéines, les réduire, oui, mais les réduire trop, ça va pas non plus. Donc, il faut rester dans un juste milieu. Et donc, ça, je pense que c'est important de se faire aider pour Ouais, ça. parce que c'est vrai qu'effectivement, on a peut-être mentionné plus tôt dans le podcast, mais ces patients sont quand même plus à risque de développer de la dénutrition. Et Oui, donc, tout il à faut être fait. très vigilant par rapport à ça.
Il bah, faut être pour vraiment éviter que vigilant. la maladie s'aggrave ou que d'autres pathologies adviennent. Oui, c'est ça. Et alors moi, c'est pas, je suis diététicienne, je suis pas kiné, je suis pas coach sportif, mais on sait que l'activité physique est hyper importante pour une maladie, enfin, chez les malades rénales chroniques aussi. Il y a plein d'études là-dessus. Donc, limite, le mot aussi que j'aimerais bien faire passer, c'est mangez bien, faites du sport et comme ça, vous irez mieux. Mais bon, on pourrait le dire pour toutes les pathos, du coup. Ouais. Bah écoute, Véry, merci beaucoup bah, pour le temps que tu m'as accordé. Bah, Merci à je te toi. dis merci et je te dis à la prochaine. Bye bye. Super. Ben, merci beaucoup. Au revoir.